Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez été l'animatrice à tout faire du petit écran, c'est-à-dire des infos à l'emploi en passant par la chanson, qui vous permet de demeurer aujourd'hui plus que jamais dans la note. Bonjour Daniela Lombroso. Bonjour Jacques. On se retrouve aujourd'hui au micro de Sud Radio après avoir œuvré pendant 4 ans sur France 3. Et on va évoquer Shabada dans ensemble, Shabada. ouais. Demain, il y a une nouvelle émission de votre série sur France 3, on va en parler, mais on va revenir sur votre parcours, c'est le principe des clés d'une vie. Donc, une date que j'ai choisie, c'est le 20 juin 1984. Ce sont vos débuts à la télévision, car vous êtes la seule animatrice d'une chaîne qui débute, créée par un avocat, Jean-Louis Bessis, avec le journaliste Guy Sidbon et notre ami André Berkoff. Exactement. Ça s'appelle Canal 5. 20 juin 84, Ouais. je connaissais plus vraiment cette date, mais oui, c'est fou. C'est-à-dire que Jean-Louis Bessis, qui était avocat de l'audiovisuel, s'était aperçu qu'il y avait un vide juridique dans la loi et qu'on pouvait faire de la télévision. C'était le début de la radio libre, Oui. qu'on appelait libre. Et donc, il voulait faire de la télé libre. Et comme personne ne disait, on va libérer la télé, parce que, en fait, François Mitterrand voulait préserver son ami Rousselet et donc lancer en novembre suivant, quelques mois plus tard, Canal+. Donc pour ne pas embêter Canal+ à son lancement, il avait décidé de ne pas ouvrir tout de suite à la télévision. Et donc nous, on avait voulu prouver que la télévision pouvait aussi exister et être libre, et on avait émis de façon pirate pendant 48 heures à peine, et on a été arrêté par les RG et la police, et je me suis retrouvée quand même en correctionnel pour ça. Mais bon, j'ai eu un non-lieu. Bon, alors il se trouve que l'émetteur était installé au 31e étage d'un hôtel, le Flat Hotel. Exactement. Et vous aviez trouvé un canal, le canal 30, qui était près de France 3, et vous avez diffusé des clips, des reportages, ça a été une vraie télé. Des programmes. On avait vraiment fabriqué des programmes. André Berkoff, on avait, avec une copine architecte, fait des espèces de cubes pour le décor, et puis André Berkoff avait fait une vraie tribune avec un débat incroyable. Il y avait Guy Sidbon, il y avait des journalistes qui ont marqué leur temps. Voilà. Mais il y a aussi l'antenne, je crois que c'est la seule chose qui a été confisquée, une antenne de 8 mètres de haut. C'est la seule chose qui était illégale, Daniela Lombroso. Je ne suis pas sûre, c'était pas vraiment illégal, parce que sinon j'aurais pas eu un non-lieu. Il y avait vraiment ce vide juridique, mais elle est restée longtemps sur le toit du Flat Hotel finalement. Et puis bon, on s'en servait plus. Et à l'époque, on avait appelé cette télévision Canal 5, et Berlusconi, qui n'était pas encore venu faire de la télévision en France, avait voulu nous racheter la marque. Ouais. Et puis je sais pas, ça s'était pas fait. Il a appelé la 5. Voilà. Et en même temps, ce Canal 5, vous avez recommencé 1 an plus tard pour la fête de la musique. Mais là, ça ne s'est pas mieux passé. Non, pareil. Pareil. Alors finalement... Je crois que c'était 83 et 84. Ah, mais non, c'est 84 et 85. D'après les recherches que Non, j'ai je faites. pense pas. Non. Mais bon. C'est comme ça. Ma mémoire contre vos recherches, on verra bien. Je ne sais pas ce qui est plus fiable. On jugera. Alors, il se trouve aussi que la télé, c'était une télé un peu libre, mais que la télé de vos jeunes années, c'était pas vraiment libre, c'était en Tunisie. Et c'est vrai que c'était quand même la télé d'État là-bas. Il y avait plusieurs choses en fait en Tunisie. Il y avait la télévision tunisienne, où il y avait beaucoup de concerts orientaux, donc de la musique quand même, et des films égyptiens qui étaient souvent censurés quand les gens s'embrassaient. En fait, la scène était coupée, donc on voyait un homme et une femme se rapprocher, puis après, hop, on les voyait assis sur un canapé. Et puis, il y avait la télévision italienne aussi. Et comme mes parents sont italiens et que moi, c'est ma langue maternelle, du coup, on regardait beaucoup la télévision italienne, et il y avait beaucoup d'émissions de variété avec des paillettes, etc. Et je pense que ça a dû jouer inconsciemment, me faire un peu rêver et me donner envie de faire ce métier. Voilà. Et le prénom de Daniela, bien sûr, il est lié à une chanson. Chanson de l'année de votre naissance. Alors, il n'est pas 1961. vraiment lié à la chanson, Oui. mon prénom. Mes parents m'avaient appelé comme ça, mais c'est vrai que c'était l'année de ma naissance, mais je crois qu'ils ne connaissaient pas encore la chanson. Non, elle je s'est suis née. vendue à 1 million d'exemplaires. Pas mal. Pas mal. Et d'ailleurs, il y a un sitcom américano-mexicain en 2002 qui s'appelle Daniela aussi. Ah oui. Et alors, vous appelez Daniela italienne, et c'est vrai que c'est curieux. Je ne sais pas si Éric Zemmour va vouloir m'enlever le A de Daniela, peut-être un jour. Tout est possible. C'est possible. Mais en fait, pourquoi votre langue maternelle était l'Italie? Vous ne parliez pas là-bas le français? Parce que mes parents sont italiens tous les deux, mes grands-parents sont italiens. Il y avait beaucoup d'Italiens en Tunisie, et donc on parlait italien à la maison.
Et vous avez grandi à 200 km de Tunis. Mais après, je suis partie. Non, je n'ai pas grandi en À Tunisie. Mahdia. En fait, je suis partie à l'âge de 2 ans de Tunisie. Et c'est en fait mon père qui avait grandi à Mahdia, mais moi, je connaissais pas cette ville. Et je suis partie à l'âge de 2 ans. Le problème en Tunisie, c'est les déplacements en voiture, parce que c'est vraiment celui qui a la priorité ou qui veut prendre la priorité qui passe, non? Oui, peut-être. Ah oui. C'est un peu comme ça à Paris aussi. Hein. Oui, mais c'est pire là-bas. Alors, il y a aussi la Côte d'Ivoire, vous avez vécu. Oui. Alors, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, effectivement. J'ai pas grandi en Tunisie, oui. Parce que vos parents étaient économistes, je crois. Oui, tous les deux. Ma mère travaillait au ministère du Plan en Côte d'Ivoire. Elle faisait les plans quinquennaux de prévision économique et mon père avait un bureau d'études économiques. Oui. Et à Abidjan, ben, c'était pas facile tous les jours. Je crois que l'école publique, ça n'a pas été simple quand à votre arrivée. Bah, mes parents voulaient pas me mettre dans une école privée parce qu'ils trouvaient que c'était pas, ça leur plaisait pas comme mentalité en fait. Et à l'école publique, c'est vrai qu'il n'y avait que des Ivoiriens. J'étais la seule dont la couleur de peau était claire. Et du coup, au début, c'était un peu difficile parce que les enfants faisait des amalgames évidemment et me traitait d'esclavagiste et moi j'avais 7 ans, je savais pas ce que c'était, mais après une fille avec qui j'ai sympathisé m'a dit, m'a protégée à la récréation parce que les enfants me frappaient à la récré et tout, et en disant non, il faut pas frapper Daniela parce qu'elle est pas blanche, elle est italienne. Ouais. On vous disait d'ailleurs la traite des Noirs, c'est de ta faute. Oui, c'est ça, on me disait. Mais moi, je savais pas ce que c'était. Non. À 7 ans, j'arrivais, je savais pas du tout ce que c'était. Et à l'époque, on parlait pas de harcèlement. On parlait pas de harcèlement, non. Alors, bon, après, je m'en suis sortie. Hein, oui. C'était pas non plus. Vous n'étiez pas la seule dans ce cas. Ouais. L'école s'appelait Cocody Municipalité. Ouais. Et... J'ai des très bons souvenirs après, parce qu'une fois que ces petits accrochages du début se sont passés, c'était des années très, très, très agréables. Et j'avais beaucoup d'amis à Abidjan. Et vraiment, c'est des bons souvenirs. Et cette école était d'un très bon niveau, parce que, en fait, à l'époque, à Abidjan, il y avait souvent des jeunes qui s'arrêtaient avant le passage en 6e pour aller travailler. Donc il y avait un vrai certificat d'études, ce qui n'existait plus en France, et c'était sur le certificat d'études qu'on passait était sur les annales de 1941 ou quelque chose comme ça. Donc en fait, moi, mon niveau, quand je suis entrée en 6e, était le niveau des années 40. Et je suis arrivée en 5e en France, et je vous assure, c'est pas prétentieux de ma part parce que j'ai vite perdu mon avance, mais quand je suis arrivée, je voyais le niveau des enfants et je me disais, mais il y avait un décalage. Je crois que j'avais un niveau de 3e, moi, quand je suis arrivée en 5e. Et d'ailleurs, il y avait une rigueur totale dans l'enseignement. Le matin, vous arriviez avec une blouse, je crois une blouse bleue. Oui. Et puis, et on chantait l'hymne national tous les lundis matins et tous les samedis midi. Quand on quittait l'école, on chantait sous le drapeau l'hymne national ivoirien. Salut aux terres, C'est ça. C'est exactement ça. on le connaît peu en France. De l'hospitalité, tes enfants remplis de vaillance. Nous, on chantait un peu plus vite, mais Voilà. ouais. Mais c'est vrai que cet hymne, c'était obligatoire à l'école Oui, le lundi oui, matin. comme C'est- chevènement, mais c'était avant chevènement. Et puis, il y avait quand même la rigueur du maître qui pouvait taper sur le front avec sa règle si ça allait pas. Alors ça, c'est juste un maître que j'ai eu en CP, qui était un Français d'ailleurs, et qui avait des méthodes très sadiques, évidemment qu'on ne laisserait plus passer aujourd'hui, mais à l'époque, ça passait. Donc il nous tapait avec une règle cubique sur le front, en nous mettant la tête en arrière sur les bancs de bois et en nous serrant les mains derrière. Enfin, il était vraiment sadique. Ouais. J'ai eu ça pendant toute une année à 6 ans. Ça devait être dur, non? Bah, on se remet de tout, hein, vous savez. C'était pas super. Enfin, voilà. Mais finalement, bon. On oublie. En plus, je me souviens très bien parce que j'oubliais d'en parler à mes parents le soir. Et donc, mes parents l'ont su que très tard, bien longtemps après. Quand on est petit, comme ça, une journée, c'est très long. Et quand on rentre le soir à la maison, on a déjà oublié ce qui s'est passé pour le raconter. Il paraît d'ailleurs que vous avez fait votre première télé pour les vœux de bonne année. Oui, C'est vrai j'avais 7 ans. C'était aussi à Abidjan, à la télévision ivoirienne. Et on m'avait trouvé dans l'école. On cherchait un enfant parce qu'il fallait des enfants qui parlent un peu toutes les langues. Et moi, on m'avait fait faire en italien et en français. Et puis, vous êtes venu en France. Et votre premier souvenir de la France, qui n'est pas un bon souvenir, ce sont les choux de Bruxelles, Daniela Bonjour. Oui, les choux de Bruxelles à la cantine, c'est vrai que ça me sidérait. J'avais jamais mangé ça de ma vie. Moi, j'avais grandi avec des papayes, des mangues qu'on cueillait directement à l'arbre, des bananes et voilà. Et c'est vrai que ça m'avait un
un peu choquée. Alors, les études se passent bien puisque vous faites, je crois, une maîtrise en sociologie. Oui. Pour faire quoi? Parce que ça vous amène vers les médias. Pour faire des études parce que mes parents l'exigeaient, mais en fait moi ça m'intéressait pas du tout. Le niveau de la fac n'était pas extraordinaire, donc j'y allais une fois de temps en temps. Je passais mes examens sans difficulté et voilà. Et en fait très tôt, puisque c'était en première année de fac, je crois, il y a eu la promesse électorale de François Mitterrand, donc avant mai 81, d'ouvrir et de libérer les ondes et de faire des radios libres. Et donc moi ça m'intéressait beaucoup, et quand il a été élu, tout de suite après j'ai déposé un dossier de candidature pour faire une radio. Et alors c'était très drôle parce que tout le monde faisait des associations, déposait des dossiers, et du coup moi on m'a mariée avec une radio beaucoup plus sérieuse parce que moi j'avais rien entre les mains, et c'est comme ça que j'ai commencé la radio. Eh oui, écoutez ceci. Vous savez déjà que vous pouvez vous mettre en t-shirt. Pourquoi pas un petit t-shirt Radio Show avec l'inscrit la station balnéaire. Et là, s'il reste l'ancienne fréquence de Radio Show. Radio Show. C'est incroyable. C'est incroyable. Comment ça se fait? Ça n'existe pas, ça, normalement. Si, il n'y avait pas d'archives. Ben, on a retrouvé. Comment vous avez trouvé ça? C'est Ouais. génial. C'est quoi? Ouais. Radio Show, c'était alors une radio musicale. Quand il y a eu les premières radios libres, elles étaient associatives. Elles défendaient toutes plus ou moins une cause. Et puis, il y avait deux radios qui étaient un peu différentes parce que elles avaient tablé sur l'ouverture à la publicité, puisqu'en 81, quand Mitterrand a choisi d'ouvrir les ondes, il interdisait la publicité. Et donc, c'était Radio Show, qui était une radio musicale, et Énergie. Et en fait, Radio Show et Énergie étaient au même niveau, et les deux étaient vraiment très loin devant les autres radios. Et un jour, Énergie, Max Guazzini est venu me débaucher à Radio Show pour faire les premiers flash infos d'Énergie. Car sur Radio Show, vous faisiez une émission, votre propre émission. Je faisais tous les matins, j'accompagnais tous les matins de 7h à 10h, je crois, sur l'antenne. Ouais. C'est une façon d'apprendre son métier. Ben oui, c'est comme ça que j'ai appris, évidemment. On était complètement bénévoles. Ben oui, c'est comme ça que j'ai appris. C'était beaucoup plus intéressant que la fac de sociologie. Et à l'époque, il y avait 200 stations libres à Paris, Tomates, Cité Future, Cocotier. Et la plus étonnante, c'est Gilda, qui a un jour émis depuis l'Afghanistan en guerre contre l'Union soviétique. Oh, Ils ont fait leur programme là-bas. Extraordinaire. C'est Ah, oui. des choses qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Oui, on a complètement. Et puis finalement, il n'y a pas tant que ça de films, de documentaires et tout sur cette période. C'est quand même fou ce qui s'était passé à ce moment-là avec les radios libres. Et, ouais. Il y avait un vrai vent de liberté en fait qui soufflait. On y croyait, nous en tout cas. Et pourquoi la radio? Qu'est-ce qui vous attirait dans la radio, Daniela Lombroso? J'ai toujours beaucoup aimé la radio. Ma mère écoutait énormément France Inter, Pierre Bouteiller, les interviews. Et du coup, moi, j'entendais tous les soirs. Et puis, j'étais très seule pendant mon adolescence en France. Et du coup, j'écoutais beaucoup la radio. C'était une vraie compagne, y compris le soir pour m'endormir. J'écoutais Les Routiers sont sympas sur RTL. Et du coup, je pense que c'était ce qui m'avait permis d'aller un peu moins mal. Donc, je pense que je suis allée naturellement vers ce que j'aimais, c'est-à-dire la radio. Oui. Et la télé, on en parle dans quelques instants avec une autre date. C'était moins mon truc d'ailleurs. Attendez, on va en parler dans quelques instants avec une date, le 6 décembre 1985. À tout de suite sur Sud Radio avec Daniela Lombroso. Qu'est-ce que c'est cette date? Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Daniela Lombroso. Nous parlerons tout à l'heure de votre émission de télévision de demain soir sur France 3. Et là, on revient à une date, le 6 décembre 1985. Elle est liée à cette chanson. C'est votre premier reportage télé. Vous évoquez John Lennon pour l'anniversaire de sa mort. Et c'est la première reportage pour TF1. Incroyable, exactement, c'est vrai. C'est fou ça. En fait, j'étais à France Inter depuis 1984. Je travaillais à l'Oreille en Coin, où je faisais une émission tous les dimanches. Et puis, un jour, il y avait une émission que je trouvais intéressante pour les adolescents, qui était le mini-journal de Patrice Drevet, qui était un journal tous les jours à 18h, quand même, sur TF1, qui était encore public, pour les jeunes et les enfants. Et du coup, j'avais fait un reportage sur ce mini-journal et j'avais assisté à leur conférence de rédaction, là où ils décidaient des sujets qu'ils allaient faire dans les semaines à venir. Et puis, à un moment, ils ont parlé d'un sujet, je ne sais plus lequel. Je crois que c'était ça, la mort de John Lennon, sûrement. Et moi, j'ai dit, ah oui, il y a vraiment quelque chose, je sais pas, j'ai parlé de quelque chose. Et Patrice Drevet s'est tourné vers moi, il m'a dit, tu veux le faire? Alors que j'étais vraiment en reportage pour France Inter chez eux. J'ai dit, d'accord. Et c'est comme ça que j'ai commencé la télé. Ouais.
Et vous avez interviewé des fans, notamment un qui était allé à New York pour la commémoration organisée par Yoko Ono de la mort de John Lennon. Il y avait 500 000 personnes et il y a des extraits des Beatles. Il faut savoir que Paul McCartney et John Lennon se sont rencontrés le 5 juin 75, bien avant les Beatles, dans une fête de village où John jouait avec son groupe et Paul a joué avec lui et ils étaient tous les deux complètement bourrés à la fin du spectacle. Et c'est comme ça que les Beatles ont commencé. Donc, petit à petit, moi, c'était d'ailleurs que reste-t-il de nos Beatles, parce qu'en fait l'idée c'était d'expliquer aux jeunes qui étaient les Beatles, quoi. Oh, ils l'ont pas oublié, je crois, aujourd'hui. Oui, ça marche encore bien. Je crois. Alors, vous devenez petit à petit donc reporter à la rédaction de TF1. Le mini-journal, vous allez en faire de plus en plus des reportages. Oui, parce que le mini-journal est au sein de la rédaction de TF1. Il se trouve que mon premier sujet a beaucoup plu, donc ils m'en ont demandé d'autres, puis d'autres et d'autres. Et après, j'ai travaillé pour le journal de 13h de Yves Mourouzi, puisque c'était la même rédaction. Oui, Yves Mourouzi qui arrivait un quart d'heure avant et qui improvisait complètement le journal. Complètement. Mais c'était un Mais génie. qui était très sympathique. Oui. Ouais. Alors, il faut savoir que c'est le TF1 public, c'est encore l'immeuble de la rue Cognac-Jay. Exactement, parce que je crois que c'est privatisé en 88, Oui. si mes souvenirs sont bons. Et en fait, à ce moment-là, ils nous proposent, tous ceux qui étions dans cette rédaction, comme ça, moi j'étais pigiste, mais ils me le proposent quand même, d'intégrer la rédaction de TF1 privatisé. Et au même moment, Jacques Martin me propose quelque chose sur Antenne 2 à l'époque, puisqu'il reprenait son émission mythique. C'était pas l'époque de l'émission mythique, mais c'était une reprise, donc la lorgnette. On va en parler et tout il à m'avait l'heure. proposé Ouais. d'y travailler. Et donc, j'ai fait le choix de quitter cette sécurité que m'offrait TF1, finalement, puisqu'il m'offrait d'intégrer leur rédaction pour aller travailler avec Jacques Martin. Et on a oublié que cet immeuble de la rue Cognac-Jay, qui a abrité la télévision tout de suite après la guerre, quand la France a été libérée, avant c'était une pension de famille, une maison de retraite et un music hall dans les années 20. Et ça s'appelait Cognac G parce que ça avait été donné par Monsieur Cognac et Madame G. Ça doit être ça. Je crois que c'est ça, c'était un couple. Un couple mythique grâce à la télévision. Alors, c'est aussi un nouveau métier parce qu'il faut vous devez apprendre à travailler avec un caméraman, à faire un montage. C'est nouveau pour vous, Daniela. Oui et Lombroso. non, parce qu'en fait, j'avais fait beaucoup de montage pour la radio, puisque je travaillais à France Inter à l'Oreille en Coin, qui était une émission très exigeante, donc où je passais, pour faire une demi-heure d'émission hebdomadaire, je passais tous les jours, 10 heures par jour en montage. Et du coup, j'avais appris vraiment le montage son. Et finalement, le montage image est assez proche de ça. Et donc, c'était pas très difficile pour moi. C'est pour ça que ça s'est bien passé tout de suite. Oui, en plus, les moyens techniques étaient très différents d'aujourd'hui. Il y avait un reporter, il y avait le reporter, il y avait le caméraman, l'ingénieur du son. C'était pas les petites caméras d'aujourd'hui. Non, évidemment. Et puis, c'était très lourd. Même moi, quand je faisais des reportages pour la radio, c'était avec un Agra, qui était un appareil énorme, qui pesait, je sais pas, 15 kilos, qu'on prenait sur l'épaule. Ouais. Et il n'y avait pas beaucoup de femmes qui travaillaient comme vous à Non. l'époque. Non, il n'y avait pas beaucoup de femmes. C'était quand même encore très fermé aux femmes. D'abord, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient là depuis longtemps et qui maintenaient leur position. Donc, tous les El Kabbach, José Arthur, Bouteiller, etc. Et puis, il y avait très peu d'espace, en fait, pour une femme qui arrivait, qui était jeune. Mais j'ai quand même commencé à 22 ans à France Inter. Ouais. Et on vous a accepté, les hommes vous ont accepté? C'était pas facile, non. Ouais. Non, c'était pas très facile. Mais vous y êtes arrivé. Alors, en plus, vous allez traiter pendant 3 ans tous les sujets possibles et imaginables en culture et en société. Absolument, parce qu'il fallait trouver des idées chaque semaine, et toujours en culture et société. Et donc, c'était un travail intense, très intense. Oui, parce qu'en plus, les sujets, il n'y avait pas Internet. Comment on fait pour trouver des sujets à l'époque? C'est ça, il fallait aller à la documentation de Radio France, où il y avait des documentalistes qui vous sortaient des articles qu'il fallait photocopier pour pouvoir faire une enquête, une synthèse, trouver des idées, etc. C'était un autre travail que celui d'aujourd'hui. Et un film d'une minute ou deux, ça vous prenait plus qu'une journée? Ah oui, ça me prenait un temps fou. C'est-à-dire que pour faire une demi-heure, je vous dis, je montais 10 heures par jour. Vraiment, enfin, je travaillais à temps plein, vraiment, toute la semaine. Et alors, il y a des reportages assez insolites. Il y en a un sur le bikini, un autre sur le parc Astérix, où la maquette du parc Astérix, vous êtes la première à la montrer à la télévision. Ah ouais. Je me souviens pas bien de tout ce que j'ai fait, parce que j'en faisais évidemment chaque semaine, et je l'ai fait pendant 7 ans. Donc, et chaque fois, c'était vraiment carte blanche. Donc, on allait sur des sujets qui pouvaient être extrêmement différents à chaque fois. Et ce dont je me souviens bien, c'est que j'ai fait la dernière interview de Dalida, un mois avant sa mort. Et j'y étais allée, c'était assez ironique, l'Oreille en Coin. C'était une émission un peu caustique, un peu à la manière de ce que peut faire Yann Barthès aujourd'hui. Et donc, j'y étais allée en me disant, je vais me moquer d'elle, en gros. Et puis, je l'ai rencontrée chez elle. Et franchement, elle m'a subjuguée, mais subjuguée. J'étais pas fan du tout, parce que moi, à l'époque où j'étais adolescente, c'était un peu ringard, Dalida. C'était plus tellement à la mode.
Et donc, je pensais vraiment la ridiculiser. Et c'est tout le contraire qui s'est passé. Je suis revenue avec un truc qui l'encensait, et heureusement, parce qu'un mois après, elle s'est donné la mort. Et je me suis dit, justement, elle était très sensible aux critiques, aux gens qui ne la prenaient pas pour ce qu'elle était, c'est-à-dire une femme extrêmement cultivée, extrêmement intelligente. Et je m'en serais énormément voulu. Mais bon, j'ai été objective et je suis revenue avec mes idées changées sur elle. Et on sentait qu'elle allait mal ou elle ne le montrait pas? Elle parlait beaucoup de psychanalyse. Elle était chez elle, comme ça, seule. La maison était très triste. Donc, il y avait quand même un climat un petit peu triste. Oui, et moi, je me souviens de cette Mais elle époque. donnait le change. Elle souriait, elle parlait. Oui, toujours. Ça, c'était le côté Ouais. professionnel, parce que le côté intime, elle n'en parlait jamais. Même le jour de sa mort, d'ailleurs, personne n'a su. Et tout le monde se moquait d'elle depuis qu'elle avait parlé de Teilhard de Chardin à la télévision. C'était pas la plus belle chose qu'elle ait faite pour Absolument. son histoire. Alors, Mais maintenant, ça revient à la mode. Hein. Si vous regardez YouTube, Teilhard de Chardin, il est de nouveau au top. elle était en avance sur son temps. Alors, il y a aussi des stars que vous interviewez. Et les premières, d'après mes renseignements, c'est Michel Bougelin et Richard Anconina, pour La Vérité si je mens. Oui, c'est pas tout à fait les premières, mais c'est également pour le mini-journal Voilà, c'est ça. de TF1. Après les Beatles, j'avais fait des interviews comme ça. Oui, Et là, il fallait monter les sujets parce qu'il fallait toujours eu quelque chose à l'image. Ça aussi, c'était nouveau pour vous. oui, c'était intéressant aussi de travailler l'image. Et puis, il y a une autre aventure qu'on a un peu oubliée, c'est Télématin, où vous êtes arrivé, Daniela Lombroso. Oui, alors Télématin, on m'avait proposé donc de faire les infos. En fait, je crois que j'étais d'abord l'été, je ne sais plus exactement quand, on m'avait proposé de présenter le journal de 13h, Oui. ce que j'ai fait, pas très longtemps, avec Henri Sagnier, je crois. Non, enfin, j'étais en duo avec quelqu'un, je ne sais plus. Et puis ensuite, je me suis retrouvée aux infos du matin et je présentais les flash infos de Télématin. Et on vous voit avec William Lémergie à 7h30 du matin, maquillé, coiffé. C'était pas facile comme vie. Alors, c'était d'autant plus difficile que c'était en 1994. J'étais enceinte. Et en fait, je me levais à 3h30 du matin enceinte et je ne faisais que vomir. Parce que, évidemment, quand je suis allée voir mon médecin en disant « je comprends pas, je vomis », elle m'a dit « mais qu'est-ce que vous faites ?» Et tout ça, je dis « je me lève à 3h30 du matin ». Elle m'a dit « bon, bah, c'est pour ça ». Et en fait, c'était terrible parce que j'avais un flash info à 6h30 du matin, pardon. Et j'allais vomir à 6h25 pour être sûre. Je faisais le flash sur Télématin. Après, je retournais vomir. Après, j'allais vomir à 7h moins 5. Après, je faisais... C'était terrible, terrible. Heureusement, ça n'a pas trop duré. J'ai fait ça 6 mois, je crois. Oui, c'est quand même difficile. Oui. Et il faut tenir le choc. Et encore une fois, c'était pas une époque... Bon, il y avait eu Christine O'Krent, qui en avait vu Marie-France Cubada, mais il n'y avait pas tellement de femmes qui présentaient les infos. Oui. Oui. Non, il y avait très peu de femmes qui présentaient les infos. Et après, j'ai fait des émissions aussi de variété. Et là aussi, il n'y avait aucune femme qui présentait des émissions de variété. Au point d'ailleurs que quelqu'un avait dit à Pascal Brognaud, qui m'avait proposé une émission en prime sur TF1, mais enfin, Pascal, une femme à 20h30, tu n'y penses pas. C'est fou, Donc ça. c'était vraiment... oui, c'est pas si vieux. Hein. C'était il y a 25 ans à peu près, mais... Oui. Et elle a résisté, Pascal Brugnaut. Alors, elle n'a pas vraiment résisté parce que cette émission-là, finalement, avait été présentée par un homme, mais elle est revenue à la charge quelques temps plus tard et elle m'a fait présenter une émission qui passait plus tard, qui passait vers 22h30, qui s'appelait Les 90 rugissants. Alors, comme vous avez tout fait, vous êtes passé sur LCI Naissante, et là, ça a été vraiment aussi une autoroute. Votre émission quotidienne, je crois qu'il y a eu plus de 1000 interviews. Ah oui, ça c'était extraordinaire. Je suis arrivée à LCI en 94, la chaîne venait d'ouvrir puisque la chaîne a commencé, je crois, en juin 94 et je suis arrivée en octobre. J'y ai passé 7 ans avec une émission quotidienne culturelle, avec énormément, évidemment, d'invités culture tous les jours et avec une liberté totale. Je faisais exactement ce que je voulais. Personne ne savait, même la veille, ce qu'il y avait dans mon émission. Je travaillais seule avec 2 stagiaires. Et je voyais toutes les pièces de théâtre, je lisais tous les livres, je voyais tous les films. Et du coup, les interviews étaient particulières puisque j'avais tout vu, tout lu. Et ça a plu. Et à un moment, c'est devenu vraiment le rendez-vous incontournable de la culture. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, par exemple, Michel Drucker me l'avait raconté, regardaient ce qui se passait chez moi pour ensuite composer leur plateau sur des chaînes plus importantes où ils se disaient, tiens, un tel, il a été bien chez Lombroso, donc on peut le recevoir. Ou un tel, il n'a pas trop parlé, donc on ne va pas le prendre, etc.
Et finalement, c'était le genre d'émission qu'on ne faisait plus à l'époque. C'était, oui, il y avait pas de talk show, il y en a partout maintenant à la télévision. Nous, à l'époque, même, on nous reprochait de faire de la radio filmée, alors que maintenant, il n'y a plus que ça. C'est drôle. Et effectivement, c'était extraordinaire parce qu'on avait aussi du temps, 1 heure quotidienne. Ça permettait vraiment de rester. Parfois, je faisais des grands entretiens, même parce qu'à une époque, ça durait 2 heures tous les jours. Donc, il m'est arrivé de faire des grands entretiens extraordinaires avec des gens comme Noiret, comme Michel Bouquet, comme Soulage, comme Boulez. Enfin, voilà, des entretiens qui étaient très longs. Donc, comme chez vous ici, mais c'était rare et du coup, la parole se libérait. Oui, ça veut dire un énorme travail. Ça veut dire un énorme travail. Je travaillais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça qu'à un moment, on m'a proposé pas mal de choses. Quand j'étais à LCI, on m'a proposé de succéder à Bernard Pivot pour l'émission littéraire de la 2. Et j'ai eu un peu peur en me disant ça. On m'a proposé de succéder à... Je crois que c'était Antoine Decaune à l'époque, oui, sur Nulle part ailleurs, avec oui, Philippe Gildas. Là aussi, je me suis dit tous les jours, à cette heure-ci, sur un truc aussi regardé, ça m'a fait un peu peur. Et puis finalement, au bout de 7 ans à LCI, j'ai choisi de partir à France 2 pour faire un magazine en fait hebdomadaire qui s'appelait Il y a un début à tout. Ouais, et oui. là, on a commencé les variétés. Voilà. Et il s'est passé beaucoup de choses à la télé dans les variétés. On va en parler dans quelques instants à travers une autre date, le 18 octobre 1987. À tout de suite sur Sud Radio avec Daniela Lombroso. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Daniela Lombroso. On parlera tout à l'heure de cette émission de télévision sur France 3 demain soir. Mais on revient à d'autres émissions. Et le 18 octobre 1987, on en a... s'est-il passé on en a vaguement parlé. Écoutez ceci. Le petit bout de la lorgnette. Alors, Jacques Martin avait créé Le Petit Rapporteur. Quand il reprend les dimanches, il fait la lorgnette 1 et il va faire la lorgnette 2. Et à la place où il y a eu Daniel Prévost, Pierre Desproges et Piem, il y a Daniela Lombroso. Il y a Daniela Lombroso, mais il y a surtout Laurent Ruquier, Laurent Gérard, Virginie Lemoine. Il y avait des jeunes qui débutaient et qui avaient un talent fou. Alors, ce jour-là, vous faites un reportage sur la sexualité des personnalités. Et c'est assez étonnant, parce que vous parlez de Léon Zitrone. L'idée, c'était en fait d'être provocateur. On était jeunes et on avait envie d'être différent de ce qui se faisait à l'époque. Et donc, on allait chercher des sujets un peu tabous, où les gens n'avaient des sujets sur lesquels les gens n'avaient pas l'habitude de s'exprimer. Et ce que j'avais fait déjà... J'avais été la première à faire d'ailleurs, c'est d'aller dans des cérémonies très huppées comme les Victoires de la musique ou les Césars, etc. et de poser des questions complètement décalées aux gens. Et puis effectivement, il y avait eu une interview avec... J'avais fouillé aussi, j'avais fait des fouilles chez des gens, par exemple... Chez Roger Hanin, on lui avait dit juste que je venais pour une interview. Et puis je suis arrivée et j'ai commencé à fouiller partout, à fouiller dans les poubelles, etc. Bon, voilà, c'était des trucs de jeunes qui voulaient se faire remarquer et qui étaient un peu dans la provocation. Le résultat était plutôt drôle, d'ailleurs. Oui, donc ce jour-là, c'est un sujet sur la sexualité des personnalités. Et celui qui a refusé de répondre aux questions, c'est Léon Zitrone. Et vous dites qu'il vous a molesté et mordu. Vous dites aussi qu'il vous a dit que vous devriez vous laver sous les bras et vous montrer son dentier. Vous vous souvenez pas? Je me souviens pas. C'est extraordinaire. Et les gens rient. Pas du tout. Ah, c'est drôle. Zitrone n'était pas au courant, je suppose. Bah non, il n'était pas au courant. Mais Zitrone, c'était sur une scène, mon souvenir est vague, mais je sais que c'était peut-être sur la scène de l'émission de Jacques Martin, je sais plus. Ah oui, mais là vous montrez à la fin de la séquence le dentier de Léon Zitrone. C'est drôle. Voilà. Et les gens éclatent de rire. Mais c'est incroyable. Mais je me souviens pas du tout de ça. Ouais, ah bah regardez, la séquence, elle est culte. Et il faut savoir que Zitrone, bon, c'était un personnage fantastique. Il y a une anecdote qu'on sait peu. Il revient un jour d'un gala des grosses têtes avec Sim sur l'autoroute, panne sur l'autoroute à minuit. Donc, Zitrone dit « je vais réfléchir ». Il voit une borne, il appelle, il fait « bonjour, ici Léon Zitrone, j'ai rendez-vous avec Lady Di demain, venez me dépanner ». Et la voix répond « et moi je suis Napoléon ». Ah là là. Donc, Sim arrive et fait « bonjour, c'est Sim ». Ah, bonjour monsieur Sim, on arrive tout de suite. Il paraît que Zitrone a fait la gueule pendant 24 heures.
Incroyable. C'est des personnages, on n'en a plus de personnages Ah comme oui. ça à la télévision. Non, c'était vraiment fou. Hein. Voilà. Alors, il dit que vous n'avez aucun avenir, mais finalement, vous en avez un. Et une des premières émissions que vous avez animées en variété, Daniela Lombroso, c'était Face cachée. Mm. C'est une émission que j'avais proposée à France 2, c'était Marie-France Brière à l'époque, avec un invité caché dont on devinait qui il était tout au long de l'émission. Enfin, voilà, et c'était effectivement des émissions en prime time pendant l'été. Alors, qu'est-ce qui vous a Gris conduit à d'été. vouloir présenter des émissions de variété, en plus des sujets novateurs? Je ne sais pas, parce qu'au départ, cette émission Face cachée, il y avait beaucoup de reportages aussi dedans. Donc j'étais plutôt dans le reportage, le documentaire. Et puis, il se trouve ils m'ont demandé de faire un plateau. Donc, il y avait un plateau, il y avait des invités. C'était pas vraiment une émission de variété. Ça chantait un peu, mais ça parlait surtout. Et petit à petit, je sais pas, c'est arrivé. En fait, en vrai, j'ai commencé vraiment les variétés à TF1 un peu plus tard, en 97, je dirais. Et c'est parce que j'étais à LCI. Et c'est Arthur et Stéphane Courby qui sont venus me chercher pour présenter ces premières émissions, qui étaient au début des émissions de caméras cachées. Non, d'abord des grands zappings de la planète, ça s'appelait Drôle de planète. Ensuite des caméras cachées. Et ensuite des variétés avec DMLS TV, où on a fait des émissions incroyables. Parce qu'à l'époque, sur TF1, on faisait... je me rappelle, j'avais fait une spéciale Aznavour à 49% de part de marché. Ça fait 49%, rêver, oui. je crois qu'on était autour de 10 millions de téléspectateurs. On avait fait aussi une émission avec Céline Dion, pareil, je pense que c'était 97-98, et où on avait aussi 12 ou 13 millions de téléspectateurs. Et comment on passe de l'info de Télématin aux variétés prime time Alors c'est vraiment, en fait, j'ai fait vraiment que de l'info pendant très longtemps, une quinzaine d'années. Et c'est quand j'ai été à LCI qu'Arthur est venu me chercher pour faire d'abord des émissions de divertissement, mais qui n'étaient pas non plus de la chanson et de la variété. Et après, ils m'ont proposé ça sur TF1. Et je l'ai fait. Et à l'époque, je faisais en même temps l'émission culturelle de LCI et des émissions de variété de TF1. Donc c'était très complémentaire. Et puis quand je suis arrivée sur la 2, j'ai fait aussi un magazine de société et des émissions de variété. Puis quand le magazine de société s'est arrêté, il n'y avait plus que les émissions de variété. Et comme ça fait longtemps et que c'est quand même des émissions qui ont qui ont très très bien marché, du coup, on a oublié l'autre facette de ma vie professionnelle et je suis devenue animatrice et productrice de variété. Voilà, on la retrouve aujourd'hui grâce à cette émission. Et une des premières émissions, et ça aussi c'était nouveau, c'est La Machine à chanter avec Gérard Rolls. Oui, la première émission de karaoké. D'ailleurs, pareil, Arthur m'avait dit que c'est en la voyant qu'il a eu l'idée de La Fureur, l'émission qu'il faisait, qui était une émission de karaoké. Mais nous, c'était pareil, c'était une émission que pour l'été, donc on s'était arrêté. Mais enfin, le karaoké à l'époque, on en parlait dans les C'était tout soirées. nouveau, on avait vu ça aux États-Unis et puis on s'est dit tiens, ça pourrait faire une super émission. J'avais fait la proposition sur Antenne 2 et voilà. Mais à l'époque, effectivement, aux États-Unis, et on parle du Japon pour le karaoké, mais en fait, ce sont les Américains qui l'ont inventé. La première émission, c'est Jim Lowe qui l'a présenté. Ça s'appelait Sing Alone sur CBS, et c'est devenu tout de suite un succès. Quand? C'était dans les années 50. Incroyable. Avec Mitch Miller qui l'a présenté ensuite. Incroyable. Et ensuite, le public chantait et les paroles s'affichaient. Ah oui, Ouais. voilà. Et depuis, on a fait des dîners karaoké. Mais je crois d'ailleurs que vous avez chanté aussi dans l'émission, non? Oui. Régu- J'ai un peu chanté, je me souviens pas très bien, mais j'ai dû un peu chanter. Il y avait Sydney qui faisait du Absolument. hip-hop. Et Gérard Rolls Et aussi, Gérard qui adorait chanter de toute qui façon. adorait chanter. Mais vous n'avez pas fait que chanter dans cette émission. Ah, Alors, c'est une chanson qui s'appelle Ce que c'est con, pas mal la Rigaud-Rigaudon. musique quand même. Ah ouais, mais c'est vous qui chantez sous un pseudonyme. Coco Boer, Ouais. un pseudonyme. Comme ça m'amusait. J'étais avec des amis, on avait fait la chanson. Et après, je sais pas, c'était une époque où les gens prenaient des pseudonymes. Et il y avait Renaud qui chantait dans Mistral gagnant les Coco Boer, qui étaient des bonbons de mon enfance. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, Coco Boer, ça pourrait être un nom. Et voilà, j'avais pris ce pseudonyme. Et vous rêviez à une époque de faire de la chanson, d'être chanteuse, Daniela Lombroso? Rêver, non, enfin, j'en rêve encore. C'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé être, mais je savais que j'en avais pas du tout le potentiel. Donc, c'était pas. J'ai jamais cherché à faire une carrière comme chanteuse parce que vraiment, je suis très consciente du fait que d'une part, j'ai pas une voix incroyable et en plus, je chante
juste de temps en temps. Mais je le regrette. C'est vrai que si je pouvais avoir une baguette magique, j'adorerais être une chanteuse avec un coffre à la Aretha Franklin. Alors, il y a une émission que vous n'avez pas présentée, mais vous étiez la marraine de la Tunisie, c'est le Grand Prix de la chanson francophone. Et ça, c'est un moment émouvant parce que c'est un retour à la terre natale. Oui, et puis surtout, j'ai présenté aussi Jeux sans frontières avec Georges Belair. Et à l'époque, Antenne 2 était diffusée en Tunisie, et du coup, il y avait une équipe tunisienne qui venait jouer dans ce jeu Jeux sans frontières, qui était un jeu européen. Et comme il n'y avait pas d'animateur pour la Tunisie, on m'avait chargé d'être le supporter de la Tunisie. Et du coup, j'étais tout le temps en train de les motiver, etc. Et c'était marrant parce que quand je rentrais en Tunisie, l'été, c'était incroyable, quoi. C'était le retour sur la terre natale, Ouais. avec un pays qui avait changé. Qui avait changé un peu. Un petit peu. Et puis, alors, pour parler de Jeux sans frontières, il y a un autre jeu auquel vous avez participé. Et je crois que c'est la première fois que les animateurs de France 2 y participaient, c'est Fort Boyard. Oui. Avec Patrice Laffont encore. Parce que Fort Boyard, quand ça a commencé à exister, la première saison, c'était avec des gens qui s'inscrivaient pour jouer, des anonymes. Et puis un jour, Marie-France Brière, toujours elle, à Antenne 2, avait dit, tiens, on va faire une spéciale animateur. Et du coup, j'ai joué avec d'autres animateurs, puisqu'on était tous priés d'accepter de jouer dans Fort Boyard. Et à partir de cette émission-là, qui a très très bien marché, ils ont décidé de prendre des personnalités pour Fort Boyard. Mais c'est quand même, il y a un risque, on a peur avec tous les animaux dans Fort Boyard. Non? Ah oui, moi j'étais avec les serpents, c'était horrible. Le combat dans la boue, c'était ridicule et monstrueux. Et c'est très difficile parce que ça glisse vraiment. Donc c'est impossible. Et la fille, c'est une lutteuse, il n'y a rien à faire. Donc oui, c'est difficile. Mais j'ai échappé au truc qui me faisait tellement peur, qui était la tyrolienne, enfin le saut dans le vide. C'était même pas une tyrolienne, c'était un saut dans le vide comme ça. Mais quand on voit encore aujourd'hui les candidats qui sont tous connus, c'est la peur de leur vie. C'est très difficile. Ouais. Et vous avez quand même accepté. Oui, oui, j'avais quand même accepté. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Hein. C'est pas du tout truqué. C'est très difficile. Oui. Et alors, on a oublié que Fort Boyard, c'est né parce que Jacques-Antoine avait fait une émission de télévision sur ce lieu qui appartenait à un dentiste. Il dit, on va reconstruire Fort Boyard et faire de la télé. Ils ont racheté, après des mois de négociations, le fort au dentiste et les travaux ont duré 5 ans. 5 ans de travaux pour reconstruire un studio. Et aujourd'hui, c'est dans 35 pays. Ça marche depuis combien de temps? 1990. Ouais. C'est un véritable succès. Alors, il y a eu aussi le cinéma, car vous avez animé des émissions sur le cinéma, comme au cinéma, par exemple. Et là aussi, c'est encore un autre univers qui dérive de LCI. Oui, je faisais déjà beaucoup d'interviews d'acteurs, de réalisateurs quand j'étais à LCI. Donc, quand j'ai fait cette émission, oui, c'était quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Et vous avez aussi fait une soirée merveilleuse, c'est les 80 ans de Raymond DeVos. Ah oui, ça c'est un très beau souvenir. C'est drôle parce que j'étais au Cirque Grus il y a quelques jours, parce que le 11 octobre prochain, on fait un gala au Cirque Grus pour l'association Princesse Margot qui vient en aide aux enfants malades du cancer et à leurs familles. Et j'ai vu la famille Grus et qui se souvenait de cet hommage auquel ils avaient participé aussi pour les 80 ans de Raymond DeVos, et c'était vraiment une émission magnifique. Oui, car Raymond DeVos, on a oublié, il a été mime avant d'être humoriste et comédien. comédien. Puis il était clown aussi, il avait souvent un nez rouge, enfin, je veux dire, il était complètement dans l'univers du cirque aussi, mais il avait été un peu laissé de côté. Et quand on a fait ses 80 ans, d'abord l'émission a très très bien marché, et en plus lui était très heureux, enfin, il est mort pas très longtemps après, mais il en a été très heureux. Oui, et c'est ce soir-là que Jean-Jacques Ayagon, qui était ministre de la Culture, a annoncé le prix Raymond DeVos. En fait, c'est un prix que j'ai créé à l'occasion de cette émission, parce qu'on cherchait des cadeaux pour ses 80 ans à faire à Raymond DeVos. Et donc, j'ai eu l'idée d'un prix Raymond DeVos, un prix qui récompenserait des artistes qui manient la langue française merveilleusement bien. Et j'ai proposé à Jean-Jacques Ayagon, qui était ministre de la Culture à l'époque, et donc on a créé ce prix Raymond DeVos, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Oui, qui existe et qui existe au sein de la fondation de la maison Raymond DeVos, puisqu'il a légué cette maison à la ville, et c'est devenu une sorte de maison-musée qui évoque son parcours et la langue française, qui est de plus en plus importante à défendre. Absolument. Et vous la défendez vous aussi à travers vos émissions? Je la défends à travers les émissions. Je défends la chanson en langue française. Et c'est vrai que c'est important. Il y a eu, heureusement, quelques années en 84-86 avec les lois sur les quotas de diffusion de chansons françaises à la radio.
qui ont permis à la chanson française d'exister, mais c'est de plus en plus difficile. Les jeunes artistes chantent de plus en plus en anglais. Enfin, Voilà, écoutez, la chanson française, on en reparle dans quelques instants avec une date, le 16 septembre 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Daniela Lombroso. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Daniela Lombroso. Donc le 16 septembre, demain, il y a une émission sur France 3 qui s'appelle Viens, je t'emmène, dont vous êtes la productrice. Et c'est une évocation d'une époque disparue, une époque de nostalgie, les années 80. non, alors là, c'est Allez, viens, je t'emmène dans les années pop. Oui, donc c'est 70-80. Alors, les années pop, c'est plutôt même à partir des années 60, où il y a Paul Naref, Gainsbourg, qui commence avec cette musique qui vient d'Angleterre et qui commence à populariser. Et puis après, effectivement, ça devient de la musique populaire. Mais la pop, ce qu'on appelle un peu la pop française, c'est quand même une musique qui est plutôt gaie, de bonne humeur. Ça peut être après Michel Berger, par exemple, qui a continué avec France Gall à faire de la pop. Donc, les années pop, ça couvre effectivement des années 60 aux années 80, avec quand même des artistes qui sont dans une mouvance un peu positive. Il y a Michel Delpech, par exemple, à qui on rend hommage avec Benabar, Boulevard Désert et Elisa Tovati sur un super tableau. Le principe de cette émission, Allez, viens, je t'emmène, donc qui passe demain soir. C'est vraiment une marque qui s'est installée depuis quelques temps sur France 3 maintenant. C'est que on tourne dans un plateau qui possède 2 plateformes, comme des ascenseurs, mais des grandes plateformes sur lesquelles on peut monter des décors différents. Et tout au long de l'émission, les plateformes montent avec des décors à chaque fois qui changent tout au long de l'émission. Et donc, on rend hommage à Michel Delpech dans un décor hippie fleuri. On fait un tableau formidable à la manière d'Averti, un petit peu avec Julie Zenati sur Vous n'avez pas vu Mirza. On a un beau duo avec Sheila et Gwendal Marimotou, qui est un jeune artiste, mais qui a été formidable, qui a appris les chorégraphies de Sheila et qui a chanté Spacer avec elle. On a Stone qui chante Made in Normandie avec Natacha Saint-Pierre. Enfin, il y a tout un hommage à Stone et Chardin avec différents artistes. Il y a Julien Doré et Clara Luciani qui vont chanter Françoise Hardy. Voilà, il y a plein de belles choses et plein de bons moments. Et en fait, il y a à la fois ces tableaux qui sont très colorés, mais en même temps, vous savez, aujourd'hui à la télévision, dans les émissions de variété, on voit surtout des fonds d'écran et de lumière où il y a de l'image qui bouge, qui ne veut pas dire grand-chose. Nous, on est allé chercher quelque chose de beaucoup plus à l'ancienne, un peu désuet, de décor un peu en carton-pâte. Mais en même temps, c'est ce qui est sympathique et amusant dans cette émission. Et en général, les artistes qui viennent sont ravis et le public aussi, parce que l'émission marche bien. Et ça crée beaucoup de joie et beaucoup de bonne humeur. Et après, il y a une partie où les artistes improvisent des petites chansons assis à leur table, à leur place, un peu comme on le faisait dans Shabada, sur France 3, et où ils chantent des extraits de titres et où tout le monde s'amuse. Et je crois que cette joie qui est partagée par les artistes, elle l'est aussi par le public. Oui, car cette joie, elle correspond à une époque que les interprètes n'imaginaient pas mythique et qu'il est devenu. Oui. Parce qu'on n'a plus ça. C'est ça. Mais c'est vrai que quand on regarde quand même, malgré tout, c'est pas seulement mythique parce que c'est ancien et que c'est gai. Michel Delpech, si vous écoutez, c'est des mélodies extraordinaires. Joe Dassin, ses chansons, c'est quand même des mélodies incroyables. Il y a plein d'artistes de cette époque qui ont vraiment laissé une trace avec des chansons que tout le monde chante aujourd'hui. Des chansons qui n'étaient pas faites sur un coin de table. Joe Dassin, il appelait Claude Demel et Delanoë à 4 heures du matin pour changer un mot par rapport à la musique. Pour les paroles. Mais souvent, ces musiques étaient des musiques américaines. Et italiennes. Mais il les retravaillait et les paroles devaient s'adapter. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est fait beaucoup plus vite. Ouais. C'est autre chose. Mais en même temps, c'était une époque de joie et que les chansons correspondaient à cette époque de joie. C'était un peu avant... en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Oui, puis c'était les 30 Glorieuses. La France allait bien, les gens étaient plutôt heureux. Donc c'est une émission de transmission, parce que ce qui est important pour vous, Daniela Lombroso, c'est de transmettre tout cela à la nouvelle génération. Oui, c'est vrai que, en fait, moi j'ai toujours aimé ces chansons-là, cette musique-là. Vous savez, on est toujours marqué par les chansons qu'on a écoutées quand on était adolescent. Mais en même temps, c'est une musique qu'on transmet assez facilement. Et puis moi, j'aime écouter aussi la musique d'aujourd'hui. L'un n'empêche pas l'autre. Mais j'aime bien éviter les barrières, les cloisonnements. Je trouve que le partage, il n'y a rien de mieux. Et que la musique, c'est vraiment quelque chose qui se partage. Donc j'aime bien mélanger les générations et faire découvrir aussi des artistes d'aujourd'hui. Par exemple, Gwendal Marimotou, qui est dans l'émission. Beaucoup de gens ne le connaissent pas aujourd'hui, mais... Sheila a adoré, du coup il y a eu des échanges qui sont formidables.
Et Sheila, d'ailleurs, dans cette émission avec lui, chante Spacer. L'anecdote est connue, mais c'est incroyable. Elle enregistre ça dans la cave de chez Claude Carrère, à l'insu de tout le monde. Et quand le disque sort, c'est SB Devotion. Et ce sont des fans qui vont téléphoner à RTL, à Roger Crécher, le directeur, pour dire c'est Sheila. Il dit, mais c'est pas possible. Ouais. Et c'était Sheila, ça avait été démonté. Vous avez vu qu'aujourd'hui, Sheila plaît beaucoup et que ça se joue dans les soirées, dans les boîtes, etc. Hein. Les titres de Sheila encore aujourd'hui. Le disque s'est vendu à 40 millions d'exemplaires dans le monde. C'est ce que personne n'imaginait. Ouais. Et elle a une jeunesse incroyable et une force incroyable parce qu'elle est positive. Et les jeunes aiment découvrir ce genre de choses? Ah bah oui, apparemment. Ils sont demandeurs? Ils sont demandeurs, je ne sais pas, mais vous savez, moi, une fois, ma fille, elle était relativement petite, elle devait avoir 14 ans, et elle me fait écouter sa musique, et elle me dit, écoute ça, comme c'est bien, c'est trop bien et tout. Et j'écoute, et j'entends Je suis snob de Boris Vian. Et je lui dis, ah, mais c'est marrant que tu écoutes ça, c'est vraiment une chanson de quand j'étais toute petite, j'étais même pas née et tout. Elle me dit, ah bon, mais tu la connais? Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils écoutent quand même, même des chansons ou françaises ou anglo-saxonnes, mais des années précédentes. Et il n'y a plus vraiment de frontières finalement d'époque, puisque tout est aujourd'hui en streaming, accessible partout. Donc c'est bien, oui, de les partager. Mais Vian et Gainsbourg, aujourd'hui, sont les idoles des adolescents. Ouais. Ils les écoutent en permanence. Et ils achètent même des vinyles, ce qu'on n'imaginait pas. C'est-à-dire que les jeunes sont passionnés par ça, font des collections de vinyles. Ils adorent les vinyles, ouais. Et c'est une autre époque. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce genre d'émission où on peut avoir des jeunes et des anciens, c'est plus si fréquent à la télévision, Daniel Ambroso. Il y en a quand même quelques-unes. Nous, on en fait pas mal, puisqu'il y a la fête de la chanson française. Exactement. Aussi. Mais c'est vous, justement, à part vous, qui le fait? C'est surtout les jeunes, ce sont des jeunes qui sont amenés par les maisons de disques et c'est formaté. Alors que vous, il y a une sorte de liberté qui n'existe pas. Oui, c'est vrai que par rapport, par exemple, à un concours de talent, c'est pas la même chose. Mais nous, ce qu'on apporte surtout, je pense, c'est vraiment une soirée de bonne humeur, de décontraction. On arrive à créer une ambiance entre les artistes. C'est Laurie Tillman qui présente l'émission et qui est formidable. Et c'est vrai qu'on crée quelque chose entre les artistes qui est assez unique. Moi, c'est en ça. Parce que des émissions de variété qui mêlent les générations, il y en a. Mais créer ce qu'on arrive à faire entre les artistes, c'est très particulier. Oui, et Laurie Tillman m'a d'ailleurs dit dans cette émission qu'au départ, elle hésitait à travailler avec vous, vous l'aviez repérée et elle a craqué, elle a finalement dit oui. Oui, parce que j'avais proposé déjà une émission il y a 8 ans, mais elle avait eu du nez parce que c'était pas une super émission d'ailleurs, qu'on a produite sur une chaîne, la TNT, mais voilà. Et après, on s'est retrouvés, on s'est jamais perdu de vue en fait dans toutes ces années. Voilà. Et comment vous l'aviez repérée? Je l'avais repérée quand elle est sortie de Miss France. Oui. Déjà, la première fois que je lui ai proposé, elle n'avait jamais fait de télé, vraiment, elle sortait de Miss France. Et après, je lui laissais toujours un petit message quand elle faisait des émissions. Et en particulier, elle avait fait une émission sur France 4 avec des humoristes, des femmes, et où elle avait été très bien. Donc, je l'avais félicitée là-dessus. Et après, à un moment, je me suis dit, tiens, Laurie pourrait être formidable sur cette émission. Voilà, alors ces émissions de rencontres aussi où tout est permis, les Carpentiers en faisaient pendant des années. Les artistes se retrouvaient le lundi chez eux avec Jean-Jacques Debout qui était là pour écrire. Et Gainsbourg qui écrivait pour les Carpentiers aussi. Bien sûr. Et le samedi, tout était possible. Il y avait au but de Chaumont où se tournait l'émission, où elle se déroulait en direct, des tas d'accessoires. Et même un jour, Sardou a demandé une piscine. Il y a eu une piscine sur le studio. C'est-à-dire qu'ils avaient, rien que pour leur décor d'une émission, 2 fois le budget global de nos émissions. Après, ils avaient la même chose pour les costumes, la même chose pour le plateau. Enfin, c'était des budgets fous. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque aussi, il y avait 2 chaînes et tout le monde regardait ça. Alors, il faut savoir aussi que faire de la nostalgie, c'est aussi moderniser. Les orchestrations ont changé. Il faut faire attention à tout ça, Daniel. Oui, alors nous, on a un directeur musical qui s'appelle Stéphane Gobert et vraiment, on met un soin très particulier aux arrangements des chansons et au mixage, la façon dont on les fait. Oui. Et il y a un orchestre en live, donc c'est quand même très agréable. Alors, donc, on l'a évoqué, il y a une chanson revisitée par Julien Doré et Clara Luciani, c'est le temps de l'amour. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps
version Françoise C'est la Hardy. version de Françoise Hardy. Et c'est vrai que c'était Jacques Dutronc qui avait travaillé Ouais. avec elle. C'est comme ça, je crois, qu'ils sont plus ou moins connus. C'est vrai que ça aussi, c'est des chansons qui sont Ah ouais. intemporelles. Mais si vous voyez Mon ami la rose, par exemple, qu'on a chanté récemment dans une émission qu'on a tournée à Marrakech, c'était magnifique. L'amitié de Françoise Hardy, tout le monde la reprend aujourd'hui. Je veux dire, on n'a pas à insister pour que la nouvelle génération reprenne ces chansons-là. Ils les adorent. Alors, vous parlez de Jean-Christophe Averty. C'est vrai que Averty a révolutionné la télévision avec Les raisins verts. Ça a fait scandale. Mais c'est vrai que c'était aussi un inventeur et un pionnier. Oui, c'est incroyable. Quand on revoit les réalisations de Jean-Christophe Averty, c'était inouï et avec une imagination folle. Et pareil, je pense qu'il avait vraiment carte blanche à l'époque. Donc ça aussi, ça aide parce que les artistes ont besoin de pouvoir s'exprimer en toute liberté et que parfois, il faut plus rentrer dans des codes de ce qui se fait. Et du coup, ça empêche un peu l'expression. Oui, Averty n'avait pas carte blanche. Il jetait tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec Oui. lui. Et piquait des colères. Il y a un enregistrement d'une colère au festival de jazz d'Antibes qui circule encore aujourd'hui. Mais c'est monstrueux. Monstrueux. C'est le genre de choses. Mais c'était un génie quand même. Exactement. Alors, ce genre d'émission, pour vous, c'est une manière de développer la chanson, de la faire revivre, de continuer à faire vivre. C'est vraiment votre créneau d'aujourd'hui, Daniela Lombroso? Oui, ça reste mon créneau de toujours, en fait, parce que j'aime beaucoup la chanson française. La chanson française m'a beaucoup aidée aussi dans une période qui était difficile pour moi. Je pense que la chanson française m'a permis aussi de m'intégrer peut-être en France quand je suis revenue de Côte d'Ivoire. Et donc, tout ça fait que j'ai une affection particulière pour cette chanson-là. Mais quand je vois à quel point c'est partagé, c'est fou, parce qu'il n'y a pas une personnalité politique, il n'y a pas une personnalité du sport, il n'y a pas une personnalité de ce que vous voulez ou de gens dans la rue qui ne vous citent pas des chansons françaises à tour de bras. Tout le temps, les gens vous parlent de chansons françaises. Donc finalement, c'est extrêmement partagé. Et donc, l'avenir de la chanson française, c'est pas ce que disent certains, elle est morte, ce sera que de l'anglais. Je pense pas. Je pense qu'au contraire, ça va devenir chic sur la scène internationale de chanter en français. Ça commence déjà à l'être. On commence à apprécier aux États-Unis. Vous savez, nous en France, il nous reste plus maintenant que la classe, le chic et le luxe sur le plan international. Oui. C'est-à-dire qu'on a, on a les créateurs, enfin, on a l'industrie du luxe. Pour le reste, on a un petit peu du mal à s'imposer à l'international. Donc, avec de la chanson française de qualité, ça peut marcher. Voilà. Pour l'instant, donc demain, c'est les années pop. Les prochaines sont déjà prévues? Oui, on est en train de travailler sur les prochaines qu'on va tourner bientôt et qui passeront avant la fin de l'année. Et donc, toujours la même période, années 60-80? Ça dépend, ça dépend. On a aussi fait Allez, viens, je t'emmène au music hall, qui Oui. était superbe, avec beaucoup de tableaux de music hall où on était complètement dans autre chose. Mais non, il y a plusieurs thématiques. Ben, en attendant, donc rendez-vous demain sur France 3 à 21h05, je crois. 21h05, Oui. Allez, viens, je t'emmène. Allez, viens, je t'emmène. Un clin d'œil à Michel Berger. Merci, Daniela, de continuer à défendre la chanson de cette façon et de continuer à défendre la télévision et les ondes. Merci beaucoup, merci Jacques. Et à bientôt. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.